synthétiseur, pour moi, c'est quoi? C'est l'ère du Moog, pas du mini-Moog, du Moog modulaire, c'est-à-dire de véritables armoires qu'il fallait savoir connecter, qu'il fallait savoir paramétrer pour pouvoir avoir le moindre son décent. C'était des chercheurs, c'était des gens qui étaient dans la recherche de quelque chose, d'une patte sonore qui ne se limitait pas simplement à l'écriture de notes sur partition, mais qui tentait de trouver dans le son lui-même toute une poétique et toute une musique, toute une musicalité. Et ça s'est très vite délité, c'est devenu, on va dire, par la démocratisation de l'objet, et en plus par le fait que l'objet soit proposé riche de sons extraordinaires dès le départ, dès l'achat, c'est devenu donc quelque chose d'assez infect. Il ne fallait plus s'approcher de ça, parce que d'abord ça piquait du boulot aux vrais joueurs de vrais instruments, entre guillemets, et deuxièmement, on retrouvait les mêmes sons un peu partout, qui étaient un peu factices, joués par des gens sans vrai talent, et donc voilà, quoi, c'est devenu presque, c'était connoté musique facile. Ouais. Vous voulez faire de la musique rapidement, vous achetez un synthétiseur en plastique et tout de suite vous avez le truc. Je revendique complètement parce que c'est tout à fait moi, c'est tout à fait la recherche, c'est tout à fait le côté, il n'y a aucune barrière qui m'arrête, c'est véritablement, c'est tout à fait endogène, pour employer un mot savant, de ma manière de créer. Donc je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'aujourd'hui, effectivement, le synthétiseur est moins... aujourd'hui, c'est beaucoup plus noble de parler d'instruments nobles. Mais pour moi, le synthétiseur reste une promesse de... j'ai pas de limite, j'ai pas de borne. Ce qui m'a amené à la musique tout court, j'ai coutume de le dire, et je sais que ça fait sourire beaucoup, mais c'est aussi trivial ou simple que cela, c'est l'aviation. L'aviation, il se trouvait que quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, si vous m'aviez vu à cette époque-là, pour vous, il n'y avait aucun doute, mon avenir était dans l'aviation, tant tous mes instants de liberté, toutes mes préoccupations à l'époque, quand j'étais à l'école et tout, n'étaient tournés que vers cette chose-là, qui était le plus léger que l'air, capable de voler. Et je continue à conserver de manière un peu philosophique cet émerveillement premier devant tout aéronef. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est un miracle incarné dans du métal. Alors, pourquoi? Parce que, effectivement, on quitte le plancher des vaches et on va dans un tridimensionnel et finalement, il n'y a pratiquement pas de limite. Pour moi, l'aviation voulait dire une liberté sans borne de l'imagination. Et la musique, je l'avais en moi sans trop m'en rendre compte. Pendant mon enfance, pendant mon adolescence, je m'arrivais de gratter, de toucher des claviers ici et là, enfin, et même de m'être fait proposer souvent, Wally, dans les groupes de collège, ah ouais, ce serait bien que tu viennes, que tu nous rejoignes, que tu diriges même le groupe et tout. Et moi, je voyais ça avec amusement, je disais, bon, oui, c'est pas vraiment sérieux. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans un studio d'enregistrement. Alors là j'ai compris que probablement la musique serait mon avenir. Pourquoi? Parce que je retrouvais dans le studio la synthèse de ce que j'avais finalement développé dans mon adolescence par rapport à l'aviation. C'est d'une part le goût de la technologie, on ne peut pas dire que le studio n'en soit pas rempli, et la promesse d'un voyage intérieur, un voyage par les ondes, un voyage par les sons, un voyage par la mélodie. En tout point semblable pour moi à ce que je conçois être le voyage aérien, spatial. La composition, le fait de ne pas nécessairement faire exactement les musiques qui ont déjà été faites par d'autres, mais de tenter d'autres choses, quand bien même elles sont forcément inspirées et influencées par des choses que j'ai entendues auparavant. Tout ça procède de la même chose pour moi. J'avais des héros en tête, entre Stevie Wonder, Herbie Hancock et tout le reste, et je pensais que je pouvais être comme eux, pourquoi pas. Je ne me disais pas que... Enfin, aujourd'hui je mesure un peu la distance, on dira, je fais autre chose. Mais à l'époque, c'était une émulation. Bien de musiciens véritablement talentueux se mettent avant tout
la problématique de la validité du projet sur lequel qu'on leur propose. Est-ce que ce projet vaut la peine? Est-ce que je vais me casser la tête à faire ce truc? Alors que moi, je ne me suis jamais posé cette question-là. Quel que soit le projet que l'on me proposait, ce n'était pas de savoir est-ce que j'étais dans la possibilité de le faire. Je prends par exemple Gabriel Yared, que je connais bien, qui avait travaillé sur le disque précédent, celui que je devais faire un jour pour la même artiste. L'artiste me disait « Ah, tu sais, mon réalisateur précédent, c'était Gabriel Yared, hein, et puis il a fait un truc super, est-ce que tu te sens capable de suivre ?» Et moi, je ne m'étais pas posé ces questions-là, j'étais très surpris, je dis mais je ne sais pas si je suis capable de suivre, c'est pas mon problème c'est que, qu'est-ce que moi je vais faire avec cette chanson que l'on me propose, c'était une chanson de Jean-Paul Gréau, qui s'appelle « Les cheveux de la tendresse », l'artiste s'appelle toujours Yannick Prévost, et je me suis lancé à corps perdu dedans, comme je me suis lancé à corps perdu avec Grace Jones, avec Level 42, avec Joe Cocker, sans jamais me dire est-ce que je suis à la hauteur ou est-ce que je... Non, c'était pas vraiment ça la question pour moi, ça a toujours été... je sais pas pourquoi je m'arrêterais à quoi que ce soit. Alors, depuis 4-5 ans maintenant, je crois que vous êtes membre de l'UCMF, oui, qui est l'Union des compositeurs de musique de film en France. Et fier de l'être. Quelle est la différence pour vous entre la musique à l'image, la production de musique pour l'image, et le fait de travailler avec un artiste connu ou moins connu? Ou travailler pour moi-même. Ou travailler pour vous-même. Elle est énorme. Elle réside essentiellement dans le fait que mon imaginaire, en tant que musicien à part entière, donc un projet qui n'est pas celui d'une image, répond à ses propres lois. La musique a ses propres lois, a son propre imaginaire. Travailler sur une musique de film, j'ai mis du temps à comprendre que cela faisait de moi, et je sais que nous ne sommes pas tous d'accord là-dessus, cela faisait de moi plus un filmmaker, c'est-à-dire un faiseur de film qu'un faiseur de musique. Et ça a été très compliqué pour moi, la musique de film. Je dois avouer que je suis un cinéphile impénitent. Et en même temps, j'ai toujours été très, très intrigué de ce que des gens que nous connaissons tous, de Bernard Herrmann à Tiomkin, à tous les autres, étaient arrivés à faire des choses extraordinaires, tout en restant complètement musicales, ces choses-là. Et comment ils y arrivaient? Et j'avoue que ça doit être un métier particulier, qui est également une particularité que l'on retrouve par exemple chez quelqu'un capable de faire une musique sur des paroles qu'on lui apporte, chose dont je suis rigoureusement incapable. J'avoue là mon incapacité. Moi je suis plutôt du genre à composer une musique et qu'ensuite un auteur vienne mettre ses paroles dessus. C'est dire que finalement la musique c'est tellement de métiers différents. Et être un grand compositeur ne veut pas nécessairement dire pouvoir être un grand compositeur de films, dans la mesure où, pour certains, il est important d'avoir une inspiration d'un imaginaire extérieur à son propre imaginaire, de manière à ce que son propre imaginaire florisse et donne les meilleurs résultats. C'est ça, c'est très particulier. Et je ne sais pas si je suis arrivé à être un bon compositeur de musique de film. Je sais simplement que Blackwell, pour revenir à lui, est quelqu'un qui a vu que je pouvais faire ça pour les films que lui, il faisait, ou qu'il produisait, ou qu'il distribuait, comme justement donc Countryman pour ce qui est de la production, et comme Le baiser de la femme araignée pour ce qui est de la distribution et de la production. Donc, c'est très particulier. C'est la rencontre entre deux univers, entre deux personnalités, le metteur en scène, le compositeur, qui sont tous deux des auteurs, quelque part. Et cette angoisse première d'un réalisateur qui va confier l'avenir de cette chose extraordinaire, chargée de tellement de travail, avec un budget qui est autre que celui d'un disque, devoir faire confiance à un compositeur qui va mettre... Il aura beau tenter de le diriger, il ne pourra jamais vraiment le diriger, car au final, c'est bien le compositeur qui écrira les notes, à moins de dire « reprends-moi exactement ce qui a été fait là ». Et je suis heureux
de ne pas être limité à cela. J'aurais pu l'être. À un moment de ma carrière, il était question que je m'installe à Los Angeles parce que ça rendait les choses beaucoup plus simples. Ouais, il y avait des propositions de films auxquels vous n'avez pas spécialement participé, mais très très importants. Très très important, avec des réalisateurs incroyables comme Richard Fleischer, et à chaque fois pour moi la question se posait, est-ce que c'est ça que je veux faire ou est-ce que je veux être maître de ce que les gens viennent écouter ou achètent mes choses pour ce qu'elles sont de moi et non pas quelque chose d'adossé à un autre succès ou à un autre, je veux dire, à une autre destinée. Je dois avouer, pour avoir rencontré pas mal de très grands compositeurs de musique de film, qu'il y a comme une sorte c'est des gens qui sont vénérés, célébrés sur la planète, et en même temps, il y a toujours une sorte de pincement à ne pas être connus sur des choses qu'ils font d'eux-mêmes. Ennio Morricone sort un oratorio, tout aussi génial soit-il, si c'est pas adossé à un film, la planète ne le sait pas. Les gens qui sont concernés par lui le savent, mais la planète, contrairement à Jean-Michel Jarre, si Jean-Michel Jarre sort aujourd'hui un truc, bon, voilà, c'est une Daft Punk, tu vois. C'est un peu ce qui a été ma problématique vis-à-vis du film. Je reste un cinéphile impénitent, je reste en recherche ou en attente de films me permettant, ou je dirais d'un réalisateur plus que d'un film. Parce qu'un réalisateur vous voit et sent ce que vous voulez faire et vous met en confiance parce que lui aussi il est en attente. C'est autre chose simplement que d'avoir un beau sujet ou un beau scénario. Alors, autre partie importante de votre carrière, oui. Et là pour le coup, il y avait un binôme important qui était Jean-Paul Goude. Oui. C'est le bicentenaire de la Révolution française oui. Et la direction musicale de toute aventure qui vous a mené dans le monde entier. Eh bien, et pour moi c'était une musique de film. On peut le dire. Tout le projet d'ailleurs a été conçu comme si c'était une musique de film. Il ne faut pas oublier que le producteur c'était Charles Gassot, qui lui-même est connu pour être un producteur tout à fait reconnu. Et toute l'équipe et toute la conception du projet était pensée véritablement comme un film. Un film devant se dérouler, dont le making se faisait devant les yeux des spectateurs sur les Champs-Élysées le 14 juillet 89. Et donc nos rapports ont été effectivement ceux d'un réalisateur et d'un compositeur de musique de film, c'est-à-dire très complexes, très fusionnels, très durs parfois, très âpres, avec des disputes formidables, en plein vol par exemple vers la Chine, vers la Russie, parce qu'on travaillait avec la planète pratiquement. Hein. Pour moi c'est une affaire qui a duré 18 mois, mais 18 mois véritablement d'intense. On sort complètement vidé d'une totalement comme ça. Pendant 2 ans, je n'ai plus rien faire. Je le dis à mon correspondant parce que pendant 2 ans, il y avait des tas de projets énormissimes qui m'étaient proposés, mais je ne pouvais rien faire. C'est physiquement, mentalement. Physiquement épuisant. Physiquement épuisant, et c'est ce que c'est que de faire un film. Pour moi, c'est ça. C'est un... Et je ne suis pas Victor Hugo, alors voilà. Je suis beaucoup plus paresseux quelque part, je dois l'avouer. Alors là, vous venez de finir ce qu'on peut appeler le 3e album. Ah, il n'est certainement pas fini, c'est juste le début. C'est une trilogie sur laquelle je suis et qui finalement est, si vous voulez, la mise à nu, la mise à disposition d'une longue gestation, chose que j'avais en tête, que je n'avais jamais complètement formulée. Des questionnements également, parce que après mes 2 premiers albums, la question se posait de qui suis-je vraiment, à quoi il fallait que je donne préséance par rapport aux autres, est-ce qu'il fallait que j'oublie une partie de moi-même pour ne consacrer qu'une autre, parce qu'il y a certains pour qui je ne suis que Chief Inspector, pour certains je ne suis que le bicentenaire, pour d'autres je ne suis que... Et alors que je suis tout ça, donc il m'a fallu... synthétiser, le mot, c'est le mot, encore une fois, faire la synthèse. Et donc c'est une trilogie qui est l'équivalent, on va dire, de 3 CD, quoi, c'est-à-dire une trentaine de titres, dont il n'y a que 3 pour le moment qui sont sortis. Donc accrochez-vous bien, c'est pas fini.